Bonjour à tout le monde. Merci aux organisateurs de l'invitation. Et puis, je vais commencer par leur souhaiter un bon anniversaire. Parce que c'est un formidable travail qu'ils ont fait d'avoir l'idée de Soltis, de le monter, de le faire vivre et d'arriver maintenant à quelque chose qui est extrêmement réussi. Et donc, je les félicite, tous les administrateurs et aussi toute l'équipe de cette formidable association. Alors, Gilles a dit que j'allais parler de tout. C'est pas possible, hein, mais je pense que j'ai couvert quelques-uns des sujets que tu as suggérés. Donc, je vais essayer de réfléchir avec vous, enfin de vous faire réfléchir à la problématique de TASP dans les pays du Sud. D'abord, en le repositionnant comme tu l'as fait, mais au lieu que ce soit un cercle, je l'ai mis sur une liste. C'est l'alphabet de la prévention. Hein. Dans cet alphabet de la prévention, ce que j'ai mis les deux premières lignes en italique, c'est ce qui n'a jamais démontré la moindre efficacité. Tout ce qui est en rouge, c'est ce qui a été démontré comme ayant un certain degré d'efficacité et qui a conduit à des recommandations et des politiques publiques aujourd'hui. Et ce qui est en noir, non italique, c'est ce qui a démontré une relative efficacité, mais qui n'a pas permis d'aboutir aujourd'hui à des recommandations de santé publique claires. Et donc il faut bien voir TASP, je reviendrai à la fin sur cet acronyme, comme un des éléments de cet alphabet et certainement pas comme la solution unique qui remplacerait telle ou telle autre lettre de cet alphabet de la prévention. Alors, on revient sur cette problématique du traitement, puisque TASP, c'est traiter les individus. Nouveau, Gilles a à peu près montré la même diapositive. Il faut bien voir où on est depuis juillet 2013 avec les recommandations OMS. On en est à préconiser le traitement à 500 CD4. Et ainsi que pour tous les couples sérodiscordants, ainsi que pour les femmes enceintes, et cette fois-ci de manière même non restrictive, avec l'option, la stratégie dite B+. Donc, on n'est pas loin de TASP. Hein. On est théoriquement à atteindre 25 millions d'individus sur les 32 millions au total qui seraient traités si l'on traitait tout le monde. Donc, je vais réfléchir avec vous à comment on avance, mais il est évident que déjà comment on avance sur l'application des guidelines OMS d'aujourd'hui, c'est pratiquement les mêmes enjeux. Et d'ailleurs, l'OMS l'a assez bien formalisé dans ses directives là de juillet 2013, parce que c'est la première fois aussi qu'on voit dans les directives 2013, non pas simplement des recommandations sur la manière de traiter les gens et de traiter les gens notamment en première ligne, mais bien de voir quel est le continuum de soins dans lequel les gens doivent s'inscrire, en partant notamment du testing et en allant jusqu'à tous les problèmes d'organisation que cela va poser. Alors, TASP, c'est finalement que l'extension de cette même problématique, avec donc un enjeu supplémentaire, c'est que l'objectif ici, c'est plus uniquement la santé des individus, hein, mais c'est la réduction du risque de transmission. Mais le modèle est exactement le même. Alors, j'ai pas le temps dans mon intervention de tout rediscuter avec vous, et j'ai décidé de traiter de trois aspects. La problématique du test, la problématique de l'effectiveness, c'est-à-dire l'efficacité sur le terrain, et la troisième problématique de l'organisation et des enjeux organisationnels que cela pose. Donc, en ce qui concerne le test, c'est un sujet qui a déjà été pas mal discuté et en termes que j'ai trouvé très intéressant ce matin. Donc, je vais juste me contenter de vous donner quelques éléments de synthèse. D'abord, pendant pratiquement les 15 dernières années, ce qu'on a essentiellement fait, c'est inciter les professionnels de santé à faire du test. Et là, une revue systématique publiée en début d'année montre que ça donne des résultats extrêmement inégaux et en tout cas globalement insuffisants. Donc ça, c'est un premier constat. La deuxième chose qui a été tentée beaucoup plus récemment, à une moins grande échelle, mais quand même à une échelle suffisamment grande maintenant pour que, notamment en 2012, il y ait eu une méta-analyse de cette approche, c'est le test fait à la maison. Et là, on a vraiment des résultats qui sont d'une cohérence très forte et avec des niveaux d'acceptation du test et de la délivrance des résultats qui sont extraordinairement élevés. Et donc ça, maintenant, c'est une approche sur laquelle on ne devrait plus revenir, ni même se poser la question de savoir si elle est pertinente ou pas.
Et pour approfondir même encore un petit peu plus ceci, une revue systématique vient d'être publiée, là, je crois que c'est le mois dernier, ou un petit peu plus tôt, en 2013, sur non plus uniquement les stratégies basées sur le test à la maison, mais toutes les stratégies à base communautaire, c'est-à-dire toutes les stratégies qui ne sont pas les stratégies basées sur le professionnel de santé lui-même. Et cette méta-analyse vous montre que ça marche pratiquement dans toutes les populations, quelle que soit l'approche que l'on fait et quel que soit le groupe cible, y compris sur le petit nombre d'études qui se sont préoccupées d'essayer d'aller rechercher des gens avec des CD4 élevés. Donc on a vraiment maintenant un panel d'approches du test et de l'approche communautaire du test extraordinairement pertinente et qu'il faut mettre en œuvre. C'est un peu la suite de la discussion de ce matin. En tout cas, on a peu de raisons de penser qu'il ne faut pas faire beaucoup plus que ce qu'on faisait avant, qui était notoirement insuffisant, et ça renvoie à ce que Christine a commencé à dire tout à l'heure. Alors, néanmoins, est-ce que ceci a des effets directs? Eh bien, les effets sur les comportements, il y en a, et ils sont positifs. Et à nouveau, une revue systématique menée en 2012 a vraiment permis d'aboutir à l'idée que lorsque les gens se font tester, ça améliore leur comportement et leur pratique. Par contre, là où on avait des espoirs assez importants et qui étaient théoriquement fondés, de savoir si le conseil et le test pourraient avoir à la fin un impact sur l'acquisition de l'infection de fait de ces nouveaux comportements, eh bien là on a une étude, un essai randomisé international de très grande envergure dont on a parlé pendant de très nombreuses années et qui hélas a abouti à une conclusion, je dirais mi-figue mi-raisin, en tout cas elle est statistiquement non significative lorsqu'elle est publiée, de réduction de l'acquisition du HIV. Donc on n'a pas pu démontrer que même si les comportements s'améliorent, cela induisait une réduction de l'incidence, donc par une réduction de la transmission. Alors, je dirais, à la limite, c'est dommage parce que ça rajouterait un élément très fort dans l'alphabet de la prévention. Mais par rapport à la problématique qui nous intéresse aujourd'hui, qui est la problématique de traiter tout le monde, de toute façon, ça nous importe peu, car il faut qu'on dépiste tout le monde pour pouvoir traiter tout le monde. Donc je vais passer à l'autre bout de la chaîne, c'est est-ce qu'on dispose aujourd'hui de données, notamment au pays du Sud, sur l'efficacité en termes de réduction de la transmission due à ces traitements. Alors d'abord, les données d'efficacité, vraiment l'expérimentation, Gilles en a parlé. Il faut se rappeler quand même que beaucoup de ces patients collectés par tous ces investigateurs étaient dans des pays du Sud, et on sait que de manière expérimentale, donc on peut avoir 96% d'efficacité dans des couples stables et séro-différents. Mais on sait que la vie en vrai, ce ne sont pas que des couples stables, et ce ne sont certainement pas les conditions d'un essai. Alors effectivement, il y a plusieurs méta-analyses. J'en ai pris une autre de février 2013. Elle avait l'avantage par rapport à celle de Atia que Gilles a présentée tout à l'heure de se concentrer sur les partenaires séropositifs qui étaient totalement en suppression virale du fait du traitement antirétroviral. Et on a évidemment moins d'études, mais on a un risque de transmission qui, vous voyez, est, on va dire, quasiment marginal, ou en tout cas une transmission qui est quasiment contrôlée à leurs partenaires, en tout cas avec les données que cette méta-analyse a permis d'assembler. Deuxième niveau en ce qui concerne donc l'efficacité sur le terrain, est-ce qu'il y a d'autres données un peu plus récentes que celles de cette méta-analyse? Eh bien, il y a des données que je vous invite à aller consulter très vite dans Journal of Infectious Disease. Ça vient d'être mis sur le site et c'est une étude française. C'est une étude faite par des Français et des collègues ivoiriens. C'est une étude intéressante parce que le contexte de partenariat sexuel est différent dans cette population de Côte d'Ivoire. C'est une étude comportementale menée à l'intérieur d'un essai randomisé de traitement précoce où il y a donc des personnes qui ont reçu des traitements entre 350 et 800 CD4. Donc on commence à se rapprocher des conditions de TASP. Et je vais directement à la conclusion que vous trouverez dans cet article. L'effet protecteur du traitement précoce dans ce groupe, évidemment assez expérimental encore, c'est 90%, c'est-à-dire que c'est pas extrêmement loin de ce que vous avez vu tout à l'heure dans l'essai HPTN 052, qui était lui sur des gens traités beaucoup plus à des niveaux beaucoup plus bas de CD4.
Dernier point en ce qui concerne l'efficacité sur le terrain, est-ce qu'on a déjà des informations sur la relation qu'il peut y avoir entre traiter des personnes et l'incidence? Eh bien, il y a ce rapport dans Science sorti au mois de février dernier. Je vous rappelle que dans cette population du KwaZulu-Natal, on a progressivement introduit les antirétroviraux. Plus vous avez de taches orangées puis rouges, plus vous avez de personnes traitées dans cette communauté. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que pour des tas de raisons d'observation démographique extrêmement bien faites, ils sont capables dans cette communauté de savoir où sont les nouvelles infections et de placer les nouvelles infections exactement sur la carte par rapport au nombre de personnes qui sont traitées. Et on voit que plus il y a de personnes traitées dans une micro-communauté, et plus le risque d'acquisition de nouvelles infections baisse. Alors ici, on a traité des personnes à des niveaux encore relativement bas de CD4, jusqu'à 350. On a donc quand même le modèle que probablement en continuant à traiter plus en plus de gens, on va diminuer de plus en plus l'incidence. Mais ce n'est qu'un argument pour l'instant imparfait puisqu'on a traité à des conditions relativement basses. Alors je terminerai en discutant les problématiques d'opérationnalisation qui vont se poser avec TASP et je les divise en trois sections. J'ai à partir de maintenant beaucoup plus de questions que de réponses par rapport à ce que je viens de présenter. Premier type d'interrogation, est-ce qu'au niveau du système de santé, en traitant comme ça, en voulant traiter de plus en plus de gens, on va y arriver? Et premièrement, est-ce qu'on va d'abord même attirer les gens vers le système de santé? Alors, on sait conceptuellement, et on sait dans la vie de tous les jours, que jusqu'à présent, les gens qui viennent dans le système de santé, ce sont des gens qui ont plutôt des symptômes ou des plaintes. Or ici, ce que l'on veut faire de manière tout à fait différente par l'approche TASP, c'est de faire venir les gens dans le système de santé à des niveaux bien avant qu'ils soient symptomatiques, en tout cas dans l'immense majorité des cas. Alors, il y a une première expérience qui a été rapportée cette année, c'est très récent, au Malawi, et qui est quand même très provocatrice de ce point de vue-là, parce que non contents de faire des tests à la maison, ils ont aussi proposé aux personnes d'initier les traitements à la maison. Et ils ont constaté des améliorations extrêmement sensibles dans le fait que les gens acceptaient de démarrer les traitements. À nouveau, ça renvoie à la question au commentaire que faisait Christine tout à l'heure. Plus on s'approche de la vie des gens et plus on les éloigne quelque part du système de santé, en tout cas dans certaines conditions, plus ça peut les intéresser de se faire traiter dans les conditions où on va les faire. Alors je rajoute à ça un certain nombre d'approches sur lesquelles je vous demande de réfléchir, et là j'ai pas de solution et j'ai pas de réponse. Le marketing social, comme on l'a fait sur le condom au début des années 90. Pourquoi pas des incitations financières à s'enregistrer dans le système de soins? Pourquoi pas bâtir des postes de santé minimalistes à toute proximité des gens pour qu'ils n'aient plus à faire des grandes distances vers le système de santé? Pourquoi pas revenir, j'ai envie de dire pour nous francophones, au système des équipes mobiles qui a eu un certain succès pour certaines endémies? Voilà un certain nombre de réflexions qu'on peut avoir, qui sont certainement spécifiques au contexte et qui mériteront d'être expérimentées si on veut aller vers une approche de type TASP, notamment sur le continent africain. Deuxièmement, si on a fait rentrer les gens dans le système, il faudrait qu'on puisse les y maintenir. Et on a un peu la même problématique et on ne sait pas très bien ce qui va se passer parce que jusqu'à présent, les gens qui restaient dans le système, on sait qu'ils y restaient aussi parce qu'ils avaient eu des symptômes à un moment donné et ça rentrait dans leur parcours de soins. Ici, on veut faire maintenir dans le système des gens qui n'ont, pour la plupart d'entre eux, jamais eu de symptomatologie. Alors, ça nécessite déjà de savoir ce qu'on appelle pour le maintien dans le système ou le non-maintien dans le système. Il n'y a pas de définition consensuelle sur la définition de qui abandonne le système, donc ça mérite déjà d'être réfléchi. Il n'y a pas de définition non plus de ce qu'on pourrait appeler un early warning system, des systèmes de détection précoce des abandons. Il y a des propositions qui ont été faites dans le groupe où j'étais avec Mathias Heger d'Artlink de constituer des petits outils graphiques extrêmement simples pour réfléchir à si les gens il y a trop de gens ou pas
qui partent du système. Bref, là, il y a déjà des normes à établir. Et puis après, il faut regarder les interventions qui augmentent la rétention. Et il y en a une qui semble quand même se détacher aujourd'hui de par l'évolution des 10 dernières années, c'est l'utilisation des SMS. Et il y a même une revue systématique qui a été produite il n'y a pas très longtemps sur le sujet, qui montre quand même que l'utilisation des SMS dans la relation soignant-soigné peut améliorer d'au moins 20% le taux d'adhésion. Et je renvoie aussi à 2 protocoles d'études qui sont en cours actuellement au Cameroun et au Kenya, qui viennent d'être publiés sur ce sujet. Donc j'ai parlé du système de santé. L'autre problématique, évidemment, qui est non résolue et sur laquelle je voudrais qu'on s'interroge quelques instants, c'est la problématique de la compensation du risque. Est-ce que on peut imaginer que des gens qui vont démarrer un traitement alors qu'ils n'ont pas de symptômes, qui acceptent de se faire traiter, qui vont bien, à la condition qu'ils restent dans le système, est-ce qu'ils vont changer leur comportement sexuel dans un sens ou dans l'autre? Et bien sûr, pour nous, la crainte, ça serait qu'ils le changent dans le mauvais sens. Alors, jusqu'en 2011, il y avait extrêmement peu de données sur le sujet. Ils ont été publiés dans AIDS 2011, mais grosso modo, il n'y avait aucun élément en faveur de ce type d'indication. Donc, ce risque ne semble jamais avoir été documenté. Et alors, au cours des 2 derniers mois ou 3 derniers mois, il y a eu 2 études quand même extrêmement intéressantes qui ont été publiées. La première au KwaZulu-Natal, exactement dans la même population que celle que j'ai décrite tout à l'heure sur le plan de l'incidence. C'est une population où ils ont étudié cette fois-ci les comportements sexuels. Et au fur et à mesure que les traitements étaient introduits, à relativement large échelle maintenant, ils n'ont vu aucune modification dans le mauvais sens des comportements sexuels. Ils ont même vu plutôt une augmentation de l'utilisation des préservatifs et plutôt une diminution des partenariats multiples, donc des indicateurs qui vont fondamentalement dans le bon sens. Mais à nouveau, ici, on a traité des gens à des niveaux relativement bas. Alors, dans l'étude de Kevin Jean, ici présent, que j'ai mentionné en Côte d'Ivoire tout à l'heure, et où cette fois-ci les personnes index sont traitées entre 350 et 800 CD4, eh bien dans le même numéro de GID, les auteurs rapportent qu'ils ont défini ce qu'ils appellent des comportements sexuels à risque, et ils les ont trouvés dans 10% de ceux qui avaient démarré les traitements précoces, contre 12,8% chez ceux qui avaient démarré les traitements selon les normes de Côte d'Ivoire. Donc à nouveau, une absence de compensation de risque. Alors je vais terminer, parce que je crois que je suis un petit peu en retard, en parlant du dernier point, évidemment, qui est problématique, c'est lorsqu'on va passer à TASP, est-ce qu'on va avoir des problèmes de ressources? Alors, ces ressources, on peut les imaginer à 3 niveaux. Premièrement, un niveau financier. Et la question qu'on pourrait se poser, Gilles l'a posée tout à l'heure, c'est lorsqu'il y aura donc du coup, dans un contexte de ressources limitées, à faire des choix, est-ce qu'il n'y aurait pas ce choix que les anglo-saxons appellent le crowding out, de faciliter l'accès aux gens qui sont les moins malades, parce que c'est peut-être ça sera peut-être plus facile, et autrement dit, on exclurait les gens qui sont le plus à risque. Alors, on n'a aucun argument pour dire aujourd'hui que ce type de formalisation pourrait avoir lieu. En tout cas, c'est certainement pas un argument pour dire qu'il ne faut pas faire TASP. C'est simplement un argument pour dire que pour faire TASP, il va falloir des moyens supplémentaires. C'est la seule chose que je voudrais commenter là-dessus. Deuxième niveau de réflexion sur les ressources, c'est les ressources humaines et sur la question générale de délégation des tâches. On a maintenant des essais extrêmement bien faits, notamment en Afrique du Sud, qui montrent que la délégation des tâches, ça marche. Et que la délégation des tâches, il faut la faire, et que c'est une source d'amélioration de l'efficience et certainement une source d'économie. Alors, beaucoup d'autres sources d'économie sont possibles et elles sont recherchées et les bailleurs de fonds nous y incitent tous. Le problème qu'on peut se poser avec l'évolution vers TASP, c'est-à-dire vers 32 millions de gens à traiter, c'est est-ce que les économies qu'on va faire vont être suffisantes? Et la réponse, en tout cas la réponse que je vous
pose aujourd'hui, c'est que ça sera probablement insuffisant. Ça sera insuffisant sur le plan financier et ça sera probablement insuffisant sur le plan des ressources humaines. Donc, avec les ressources humaines existantes dans la plupart des pays aujourd'hui, même avec du task shifting, même avec d'autres sources de gains, on est probablement un peu juste au niveau des moyens qui sont nécessaires pour véritablement avoir une stratégie TASP parfaitement mise en place avec les niveaux de couverture qu'on attend. Dernier point, j'ai parlé de ressources financières, j'ai parlé de ressources humaines, je pourrais parler un instant de modèle d'organisation des soins. Est-ce qu'il va y avoir un modèle d'organisation des soins pertinent pour TASP, ou particulièrement pour l'approche TASP? Plusieurs modèles sont concevables, hein. Un modèle de type universel, où on aurait des gens traités absolument partout. Soit de manière extrêmement verticale, soit de manière totalement intégrée. On a vu qu'on a conceptualisé ce type de choses dans différents endroits. On peut avoir aussi des modèles qui s'adressent à des populations ciblées et qui construisent, par exemple, autour des MSM, autour des toxicomanes intraveineux, etc., des programmes dédiés. Franchement, aujourd'hui, il n'y a aucun pays qui dispose d'une documentation des modèles qu'il utilise qui est telle pour dire que tel modèle est franchement meilleur qu'un autre et que tel modèle devrait être celui qui devrait être préconisé de manière universelle. Je pense qu'il n'y aura en fait aucun modèle universel, mais des modèles et des combinaisons de modèles extraordinairement adaptés au niveau de pays et au niveau probablement même de régions, voire de districts. Donc j'en arrive à ma conclusion, hein, ou en tout cas, oui, la conclusion. C'est que dans tout ce que je vous ai décrit, on manque encore cruellement sur pas mal de points, même si sur le test et sur l'effectiveness, on a déjà des éléments. On manque quand même encore de niveaux de preuves, de très bons niveaux de preuves, pour arriver à vraiment conclure qu'on doit faire TASP et qu'on doit passer de 25 millions à 32 millions tel que on devrait déjà le faire aujourd'hui. Alors, juste pour terminer, il y a donc aujourd'hui, en termes de meilleur niveau de preuve possible, on en reste dans l'essai et dans l'approche expérimentale. Il y a 4 études en Afrique qui sont en cours et qui, de manière expérimentale, vont aller jusqu'au bout du raisonnement et proposer du test and treat de manière universelle et voir l'effet sur l'incidence. Il y a donc l'étude que j'ai l'honneur de mener avec Don en Afrique du Sud, une autre étude qui se déroule en Afrique du Sud et en Zambie avec l'école de Londres et le NIH, une autre étude qui se déroule avec l'université d'Harvard et le CDC et les CDC au Botswana, et une étude avec UCSF et l'USAID en Ouganda et au Kenya. Et donc c'est probablement ces études qui aboutiront à donner des arguments de manière définitive, mais je crois que ça n'empêche absolument pas d'avancer dans la voie qui est la voie de TASP. Alors, je crois que je vais passer les détails que je voulais donner sur l'essai TASP français, enfin franco-sud-africain, car j'ai pas tellement le temps. Peut-être dire quand même que sur des résultats extrêmement préliminaires aujourd'hui, on fait adhérer beaucoup de gens à ces programmes, pratiquement autant que ce qu'on avait prévu. Ici, c'est ce qu'on imaginait de prendre en charge dans nos hypothèses, et ici, ce sont les chiffres que l'on obtient aujourd'hui, qui sont extrêmement préliminaires. J'ai pas trop le temps de rentrer là-dedans, mais en tout cas pour dire qu'on finit la phase de faisabilité de tout ça avec des résultats qui, pour l'instant, vont dans la bonne direction, même s'ils ne sont pas définitifs. Donc je conclus vraiment pour dire que vous m'avez posé la question, est-ce que c'est une réalité possible pour les pays en développement? Je suis à peu près convaincu que le continuum de prévention et de soins qu'on trouve déjà très clairement dans les guidelines OMS, il suffit de l'élargir un tout petit peu pour arriver à l'effet TASP. Simplement, c'est peut-être ce terme de TASP qui commence à me plaire de moins en moins. Alors j'en ai inventé un autre, mais il est tout à fait nul. Hein. UTT ou TTU, je sais pas, ou TTU en français. Hein. C'est tester et traiter universellement et dès qu'on peut et progressivement. Hein, voilà. Mais c'est vrai que TASP, ça me plaît de moins en moins comme acronyme. C'est quasi inéluctable, de mon point de vue, en tout cas avec ce que je vous ai présenté. Quand, je vais vous dire dans ma dernière diapositive ce que je pense. Le comment, je vous ai montré ce qu'on savait faire et ce qu'on ne savait pas encore faire. Et le qui paiera, je passerai une petite enveloppe à la fin de la réunion pour voir si ça intéresse des bailleurs. Le quand,
Bon, je peux dire que dans les 2 années à venir, on aura des éléments tangibles sur la faisabilité et l'acceptabilité dans un certain nombre de populations africaines de cette approche universelle où on ira tester les gens à domicile, on verra comment ils réagissent à tout ça, on verra comment ils acceptent de rentrer dans les soins et on verra comment ils sont probablement suivis. Donc on aura ce type d'éléments. Il faudra probablement quelques années de plus pour savoir si ça a vraiment un effet sur l'incidence et si cet effet est meilleur que, par exemple, les effets que j'ai présentés tout à l'heure dans l'étude de Tanzer. Mais ça n'empêche certainement pas d'avancer et certainement pas de mettre en place les guidelines 2013. Voilà, donc je voudrais remercier un certain nombre de personnes qui m'ont donné à la fois des idées sur ce sujet, notamment Till Berninghausen, qui a été cité tout à l'heure par Gilles Pialou, qui est à Harvard et à l'Africa Center. Nombreuses personnes avec qui on travaille à la NRS et c'est des chercheurs en France autour de ce projet TASP, ainsi que nos collègues en Afrique du Sud. Voilà, je vous remercie.